Donc, si on reprend, donc je vous disais aussi, je vous parlais tout à l'heure de ce qui se passait en Italie. Donc, en Italie, vous allez avoir aussi pas mal de mouvements qui vont essayer de soit unifier le territoire, comme vous voyez ici, vous avez des États qui dépendent de l'Empire d'Autriche, notamment ici le duché de Parme, le duché de Modène et le duché de Toscane. Et vous avez aussi des royaumes qui sont intégrés à l'Empire d'Autriche, principalement Venise, qui va aussi se révolter et qui va avoir une réponse plutôt négative de l'Autriche qui va bombarder Venise avec des ballons. Et c'est pas très... je pense que ça a dû être un sacré spectacle. Vous avez aussi d'autres idéologies dans cette Italie découpée. Vous voyez que vous avez des États qui veulent quand même obtenir des libertés, mais qui ne veulent pas l'unité nationale et qui restent quand même alliés et favorables à la domination autrichienne. Enfin, vous avez le royaume de Sardaigne, dans lequel vous voyez, vous avez une politique plutôt libérale qui va voir le jour et d'unification nationale. Donc, comprenez donc que vous avez des situations très particulières et très différentes en fonction de chaque pays. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque pays qui réclame quelque chose ou qui va s'insurger va demander des choses simples. Soit ils vont demander plus de liberté et une amélioration des conditions de vie des plus pauvres, soit ils vont réclamer un changement de gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'instauration éventuelle d'une république, ou tout simplement ils veulent réclamer leur autonomie comme nation. Et ça, ce sont donc des revendications principales qui, pour chaque pays, vont être particulières et caractéristiques. Dans tous les cas, que ce soit en Belgique, que ce soit en Pologne, que ce soit à Venise, que ce soit en Italie, que ce soit en France ou que ce soit en Grèce, tous ces mouvements et ces revendications qu'on appelle le printemps des peuples, c'est-à-dire le soulèvement populaire et le réveil des nationalités aussi, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, se passe à travers des luttes, des émeutes, des barricades, les barricades qui vont devenir le symbole de ces insurrections, des combats et des luttes entre les gens qui représentent le pouvoir ancien, ou les oppresseurs, qui sont vus comme des oppresseurs, et les gens, la population, toute classe sociale comprise, bourgeois, paysans, bon, ça va surtout, on va dire, se passer dans les villes, mais bourgeois, citoyens pauvres, ouvriers, intellectuels, jeunes, femmes, enfants quelquefois. Dans tous les cas de figure, ils se soulèvent tous, ils prennent les armes et ils font des insurrections. Donc comme vous voyez, je vais peut-être revenir sur la carte ici. Comme vous voyez, ces insurrections, en tout cas dans les années 1848, se passent à peu près partout. Vous avez ici, vous voyez, des agitations antérieures à 1848. Vous les trouvez donc à Leipzig, vous les trouvez en Cracovie, vous les trouvez en Suisse, en Savoie, à Gênes, à Ferrare, à Palerme. Je vous expliquais donc que ce sont des mouvements d'insurrection, de mécontentement qui datent des années 30 et pour la Grèce même avant, des années 20. Et vous avez la grande quantité d'insurrections en Prusse, dans l'Empire d'Autriche
dans le Royaume d'Espagne ainsi que fortement en Italie. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, voir comment, quasiment en même temps, ces populations, ces citoyens se mobilisent pour exiger des réformes. Je répète, soit changement de régime, soit souveraineté et déclaration d'un État indépendant et souverain, comme l'avait fait la France en 1789, soit des réformes pour favoriser la population les plus vulnérables avec plus de droits et plus de liberté. Alors pour l'Italie,